Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Demon Slayer, qui est encore une fois un banger, hein, comme d'habitude avec Ufotable, il faut vraiment les choses bien. Et encore, je pense que pour l'instant, on n'est pas au climax du combat, et on n'est pas au climax des compétences du studio pour nous faire un truc masterclass comme on a eu avec Rengoku et Tengen. Mais ce qu'on a ici, c'est une très belle mise en bouche, avec 3 combats distincts qui nous apportent pas les mêmes choses. Déjà, on va parler de celui qui est le moins intéressant, j'ai envie de dire, celui avec le pilier de l'amour, où on apprend quand même une chose intéressante, c'est à propos de son sabre. Il est tellement chelou. Alors ils expliquent que visiblement c'est le maître des forgerons qui est un peu le masterclass de tout ça, qui est le meilleur, qui a forgé son sabre, qui ressemble plus à un fouet qu'autre chose. Quand on le voit, il est un peu enroulé autour d'elle, ça a l'air super classe. J'ai vraiment hâte de la voir vraiment combattre, parce que là, elle affronte un gros poisson géant qui doit pas être terrible en comparaison avec ce qu'affronte le pilier de la brume ou même Tanjiro, mais ça permet d'avoir un petit avant-goût de ce qu'elle est capable de faire, et ça apporte un petit peu d'humour à un moment de tension, parce que elle va sauver le maître des forgerons, et il fait « Oh, être sauvé par une si jolie femme », et puis t'as un mec à côté qui lui aussi était attaqué par le démon, qui dit « Eh, moi aussi j'ai besoin d'un câlin pour me réconforter ». Bon, c'était la petite touche d'humour de l'épisode, mais j'ai pas oublié quand même les informations qu'on a eues ici, à savoir que le pilier de l'amour, il a un lien très fort avec cet endroit-là. Visiblement, elle doit patrouiller autour, donc elle doit bien connaître les forgerons. Que le forgeron, le maître forgeron, c'est lui qui a fait son sabre et qu'il a l'air d'être un expert pour pouvoir faire un truc aussi cheaté, aussi exceptionnel que ce sabre qui peut s'enrouler, qui ressemble un peu à un fouet en fait en quelque sorte. Une femme, pilier de l'amour, manquerait plus qu'elle porte une tenue en cuir, mais bon, ils ont plutôt opté pour la tenue minimaliste en termes de tissu. Mais en tout cas, le taf est fait. On a souri, peut-être pas rigolé quand même, parce que c'était pas ultra drôle, mais on a souri aux petites réflexions des différents forgerons. On a pu apprécier un petit peu une mise en bouche de ce personnage-là, qui, je l'espère, nous réserve de très bonnes surprises, parce qu'à mon avis, elle va aider Tanjiro et compagnie à se battre contre les 4 autres, pendant que quelqu'un s'occupe de Gyoko, et ce quelqu'un, c'est le pilier de la brume. Alors, on voit qu'il est hyper malin, on a même à un moment donné, encore une fois on apprend des choses, on va le voir avoir un flashback de son passé, un flashback de son passé, pas de son futur évidemment, dans lequel on va observer quelque chose d'assez sage, d'assez calme. Je m'attendais à un flashback traumatisant du style, visiblement, il a l'air d'avoir un pet au casque, le pilier de la brume. Il est super doué, ok, mais il a l'air d'être déconnecté de la réalité. Et je me suis dit, on va voir un truc traumatisant, genre, il a vu sa famille mourir devant lui et ça l'a, pouf, blackout. Ou alors, il s'est battu contre un démon quand il n'était pas encore un Demon Slayer. Et du coup, il a eu un gros coup à la tête qui l'a rendu un peu amnésique. Peut-être que c'est un délire comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, l'œuvre, en tout cas l'animé, je sais pas si c'est pareil dans le manga, nous fait un peu languir en nous donnant quelques brides, genre voilà, tu vivais paisiblement, c'était l'été, il faisait chaud, la fenêtre était ouverte, la chaleur allait bercer ton corps, voilà. Ça s'arrête là pour l'instant. Je suis sûr que dans la suite des événements, on va avoir d'autres trucs. Bon, après, faut pas que ça le perturbe, parce que s'il est en plein milieu d'un combat, à 2 doigts de couper la tête du pilier, enfin du démon de la lune supérieure, et que d'un coup il a un flashback, ça va un peu niquer son élan, si j'ai envie de dire. Mais ça n'empêche que c'était cool d'apprendre 2-3 choses sur lui. Très peu, malheureusement, mais le reste viendra, je l'espère. En tout cas, son combat, il est... c'est intéressant parce que déjà, il va faire encore une fois une chose qu'il n'avait pas fait avant. Il va se mettre en danger pour sauver des autres gens. Il va sauver les 2 forgerons qui sont attaqués par des pois-sirènes géants. On peut dire c'est des pois-sirènes, on dirait des Pokémon qu'il invoque. J'ai l'impression que lui, son pouvoir sanguinaire, bon, il a l'air d'être lié au pot, qui peut invoquer des créatures. Il peut même... il parle de faire une œuvre d'art, là, quand il montre au début, là, quand il se pop. Toute l'animation de son introduction est super intéressante, et je trouve qu'elle est super bien faite avec lui qui tend les bras, faut le dire vite vu la taille de ses mains, et puis qui s'applaudit lui-même, qui dit « Regarde, j'ai fait une œuvre d'art », et puis tu vois tous les forgerons avec les sabres en eux. J'avais pas tiqué au début qu'ils étaient encore vivants, mais ils tournent le sabre et tu les entends crier de douleur. C'est tellement ouf de faire ça, ça montre encore une fois le côté un peu inhumain des démons, même si on s'en doutait un peu, mais tu vois que lui c'est pas un Akaza, parce qu'Akaza a l'air vraiment... plus gentil, j'ai envie de dire. Enfin, gentil peut-être pas, parce qu'on l'a vu se vénère l'autre fois contre un des démons des lunes supérieures, mais en tout cas, il a l'air plus humain, Akaza. Alors, pas que physiquement en plus, parce que lui, putain, il ressemble plus à rien, hein. Avec les 2 bouches à la place des yeux, un œil là et un œil sur le front, et visiblement, il est capable... J'ai l'impression qu'il peut se téléporter d'un pot à l'autre, et j'ai pas regardé, faudrait que je regarde en détail ce qui se passe, mais... j'avais pas le sentiment qu'il y avait des pots à droite à gauche. Genre, est-ce qu'il avait préparé le terrain en se disant qu'ils allaient tous arriver ici, et du coup il a posé des pots un peu partout pour pouvoir se TP d'un pot à l'autre, ou est-ce qu'en fait il se déplace tellement vite que il bouge, et en bougeant, en fait, il invoque un nouveau pot.
parce que l'autre il le casse le pot, et ça n'a aucun effet. Il le dit d'ailleurs, il le casse et il fait « Je n'ai ressenti que la présence, enfin aucune présence démoniaque quand j'ai coupé le pot, etc. » Mais du coup, ce combat-là, il était rapide. Il nous a montré encore une fois l'évolution du pilier de la brume qui... Bah, il partait de très très loin, faut dire, mais au moins il a l'air d'être un peu plus altruiste. On a appris quelques petites choses sur le pouvoir de Gyoko, et un petit flashback sur le pilier de la brume, et en plus de ça, on a pu voir, bah, à la fin, il est un peu dans la merde, parce que il arrive en fait, il met des pots à la place de ses bras, et il invoque une sorte de flotte qui flotte, je vois pas comment le dire autrement, qui bloque le pilier, parce qu'il est là, et puis il peut pas trancher, son épée, quand elle essaie de passer au travers, l'eau se met comme ça, là, pour empêcher de créer un trou. Je me demande comment il va s'en sortir. Alors après, on explique depuis le début que c'est un génie, qu'il est super balèze et tout, donc je lui fais confiance, il va pas mourir ici par asphyxie. Mais je commence à avoir de plus en plus d'empathie pour lui. C'est un petit peu la même chose qui m'était arrivé avec Rengoku, que je trouvais vraiment détestable au début. Enfin, pas détestable, mais inintéressant. Il était là dans le train à crier « Umai, Umai, Umai », ça me saoulait. Et quand on le voit commencer à combattre, on fait « Oh putain, le mec, c'est un taré, il est prêt à se sacrifier pour sauver la vie des autres et tout ». C'était vraiment... C'était fort de le voir résister à Akaza qui disait « Deviens un démon, ne meurs pas » et tout ça. Lui, il préférait mourir et sauver des gens plutôt que devenir un démon et survivre. Et là, en fait, bah, avec le pilier de la brume, même si c'est plus discret, ça arrive plus lentement, mais pour l'instant, je suis en train de m'attacher un peu plus à lui que ce que j'avais avant, où je le trouvais méprisable, et ça, vraiment, l'auteur est très doué pour faire ça. Et puis, on a la dernière partie de l'épisode, dans laquelle on est focalisé sur Tanjiro, qui va voler avec Nezuko, parce qu'ils sont en train de se faire battre par les démons, on va dire les lunes supérieures, parce qu'il y en a plusieurs ici, hein, même si c'est qu'une lune supérieure. Je me demande vraiment comment ça marche. Est-ce que c'est plusieurs personnes qui ont fusionné en une seule, et du coup sont séparées en quatre, ou est-ce que c'est une personne qui était très fort, et qui avait plein d'émotions différentes, qui se sont scindées à l'intérieur de son corps? Vu qu'ils ont l'air d'appeler les personnages de façon différente, ils ont tous l'air d'avoir un nom, et c'est pas leur émotion, c'est vraiment un vrai nom qu'ils portent. Je pense que c'est vraiment plusieurs personnes. On aura sans doute un flashback pour nous expliquer, un petit peu comme celui qu'on avait eu avec Gyotaro, pour nous expliquer comment ils en étaient arrivés là. Je suis curieux de le savoir. Mais là, bah, Tanjiro, il était dans la merde. Nezuko, elle va faire une branlette espagnole. Sabre. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ouais, elle va frotter comme ça... entre ses seins, on va dire, mais c'est pas vraiment ça, là c'est moi qui joue un petit peu les obsédés, pour saigner sur le sabre, ça va l'enflammer avec le pouvoir sanguinaire qu'elle a, et du coup le sabre va changer de couleur, il va avoir un souvenir, alors ils appellent ça les souvenirs héréditaires, d'anciens, de ces ancêtres-là. J'espère que ça sera expliqué à un moment donné, parce que les souvenirs héréditaires qui pop comme ça du jour au lendemain sans aucune raison valable, parce que je crois que les premiers qu'on a eu c'était cette saison-là, genre il n'y en avait jamais eu avant, là bah ça repop encore comme si c'était normal, c'est « Ah bah tiens, un souvenir héréditaire », c'est comme s'il en avait tous les jours, et du coup bah ça lui permet de comprendre que le sabre qui change de couleur, c'est pas la première fois que ça arrive, et du coup il va faire la même attaque que son ancêtre, qui est à 2000% pour moi, enfin je me trompe peut-être, hein, mais qui est pour moi la lune supérieure 1. Pour moi, c'est la lune supérieure 1 qu'on voit dans ses souvenirs. Alors, on verra si j'ai tort ou raison, hein, mais en tout cas, il se bat à ce moment-là. Enfin, il utilise le pouvoir sanguinaire, enfin, grâce au pouvoir sanguinaire qui a transformé un peu l'épée, il va utiliser je sais plus comment il appelle ça, l'attaque dragon de feu ou un truc comme ça, et il va foncer sur tout le monde. On va voir un des démons qui m'a l'air, le mec avec le bâton éclair là, qui m'a l'air d'être un peu leur chef, qui va expliquer qu'il se rappelle des souvenirs de Muzan, qu'il a failli mourir face à ce mec-là qui lui a fait cette attaque-là. Donc, même s'il essaye de se mettre un peu sur la défensive, ils se font tous les trois trancher la tête, et je me pose une question, enfin il y a un truc qui me dérange un petit peu là-dedans. Alors, je me doute bien, c'est sûr à 200% qu'il est pas mort. Enfin, je veux dire, si on m'explique que Tanjiro, il est capable de buter des démons comme ça, même s'il a eu un power-up à l'instant, ça veut dire que Rengoku et Tengen sont des nuls à côté de lui. Et ça m'étonnerait quand même. Puis en plus, ça serait un peu trop prématuré de finir le combat, parce qu'il faut bien que le pilier de l'amour participe face à un pilier, enfin face à un démon, une lune supérieure. Pour l'instant, elle n'a pas encore affronté, et je la vois pas prêter main forte au pilier de la brume, je la vois plus aider Tanjiro. Et l'autre qui s'appelle Genya, parce que lui, il a réussi à buter... à décapiter le quatrième protagoniste, là, enfin antagoniste, et on voit que c'est un démon. On le sent, enfin, je suis surpris d'ailleurs que Tanjiro le sent pas, parce qu'on nous parle à chaque fois de son odorat de fou, il est capable de sentir des mecs à des dizaines de mètres, à des centaines de mètres de lui, et là le mec pue le démon à plein nez, ça se voit rien qu'à la façon dont il s'exprime, quand tu vois ses yeux et tout, et lui il l'a pas ressenti tout de suite, mais en tout cas c'est clair et net,
c'est un démon. Et comment ça se fait? On a gueulé sur Nezuko qui était une démon et dont le frère était un Demon Slayer. Comment lui a réussi à devenir un Demon Slayer alors que c'est un démon? Alors on va peut-être avoir une explication, peut-être qu'il a réussi à faire un truc un peu comme Nezuko, mais en gardant un peu plus conscience. On verra, on aura sans doute l'explication dès la semaine prochaine. Mais là, je suis en train de me demander comment on peut les tuer, eux. Parce que là, à mon avis, décapiter les 4 n'aura pas suffi pour les buter. Ça me paraît évident. Donc il va falloir trouver un subterfuge pour réussir à les tuer. Est-ce qu'il faudrait pas faire en sorte... Maintenant, s'ils refusionnent, non, parce que le mec qui était... le mec qu'ils étaient de base, enfin, la personne qu'on a vue en lune supérieure, ça a l'air d'être une merde qui se bat pas, donc j'imagine pas que c'est ça la forme finale. Donc je me demande comment on va faire pour éliminer les 4, parce que il n'y a pas de pot à détruire, il suffit pas de détruire les 4 têtes. Le pilier de l'amour va débarquer, il va sans doute aider, et puis ça va permettre de montrer encore une fois une grosse baston, c'est cool, parce qu'on va pas voir à nouveau, enfin c'est pas que je les aime pas, Inosuke en tout cas je l'aime bien, mais je suis content en fait qu'on nous propose d'autres personnages autour de Tanjiro que la fameuse triplette Nezuko, Zenitsu et Inosuke. Là on va avoir, à mon avis, Genya qui va quand même reprendre ses esprits et se battre à leur côté, et le pilier de l'amour évidemment, qui est un peu le pilier de l'arc le pilier qui va participer au combat durant cet arc-là. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la façon dont Tanjiro, il a ce power-up. Parce qu'il va expliquer que jusqu'à présent, il a toujours dû compter sur les autres pour l'aider. On va voir les images des autres protagonistes. Et là, bon, bah, j'ai envie de dire, c'est quand même le cas aussi, parce que sans Genya, pour trancher une autre tête, il aurait pas réussi. Sans Nezuko, pour branler sa lame, il aurait pas pu être aussi balèze. Donc quand même, ça joue, mais ça n'empêche que tu vois toutes les personnes qui l'ont aidé, qui lui mettent la main dans le dos, comme s'il le poussait, à l'encourager à avancer de lui-même. J'ai trouvé que c'était une métaphore qui était vraiment très bonne. Ça m'a fait plaisir en fait de voir ça, parce que c'est vrai que la plupart du temps je trouve que, et c'est pas une critique que je dis là, parce que j'ai vu des gens en commentaire qui gueulaient quand je disais ça, mais je trouve que Demon Slayer c'était vraiment axé sur de la baston, il y a pas que ça, mais c'est quand même le truc que tu mets le plus en avant dans la série. Et là en fait, avec l'histoire du démon de la lune supérieure 1 et de tout ce qui se passe autour, les flashbacks du pilier de la brume, la Genya qui est visiblement un démon ou qui est un demi-démon et tout ça, les souvenirs héréditaires qui permettent de donner des pistes à la suite, et puis là, ces petites images qui montrent un peu l'évolution mentale de Tanjiro au lieu de juste une évolution de pouvoir, et ben j'ai trouvé ça cool, encore une fois, très très bon épisode de la part de Ufotable, vraiment c'est des rois, vivement la semaine prochaine qu'on ait le prochain, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!